Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Ça va faire du bien de parler d'autre chose que la COVID-19, parce qu'il faut se rappeler qu'on parle beaucoup de COVID-19, mais pendant ce temps-là, beaucoup de patients également présentent d'autres pathologies. Et ce soir, j'avais le goût de vous parler d'un problème extrêmement fréquent en médecine familiale et en fait qui s'applique à tous les professionnels de la santé, infirmiers, infirmières, praticiennes, même des gens qui travaillent avec des personnes malades ou avec des conditions chroniques. Ce soir, on va parler de dyspnée. Et j'ai intitulé ma présentation « Je manque de souffle. Est-ce mon cœur, mes poumons, mon cerveau? » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti quelque chose à partir de ce que le patient nous dit. Donc, ce soir, j'ai bâti ma présentation sur des indices. Qu'est-ce qu'on fait, justement, quand un patient présente de la dyspnée? Donc, le webinaire va porter sur des perles cliniques, sur les nouveautés thérapeutiques dans des maladies courantes que vous voyez tous les jours. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de temps à la fin pour des questions. Puis je vais vous montrer un petit peu comment on va poser les questions à la fin. Mais si vous voulez, on va mettre nos micros en sourdine durant la présentation. Puis ensuite, vous pourrez les ouvrir si vous avez des questions que vous aimeriez me poser. Donc, je vous rappelle que le webinaire ce soir est organisé par les Affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il est accrédité également. Et ça va être important d'évaluer l'événement. Et vous allez recevoir par la suite votre certificat d'attestation pour votre crédit de formation. Donc, on pourrait commencer en disant, est-ce que vous voyez des patients qui vous disent « Je suis tellement essoufflé ». Donc, on voit ça souvent. Puis là, évidemment, ça pourrait être pire. Le patient pourrait vous dire « Je suis tellement fatigué ». Mais déjà, quand on est essoufflé, ça veut dire quelque chose. Peut-être que c'est du déconditionnement. Peut-être que le patient est essoufflé parce qu'il a couru beaucoup. Mais c'est important de savoir, est-ce que cet essoufflement-là est simplement une variante de la normale ou est-ce que c'est pathologique? Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des objectifs particuliers. On va définir ce qu'est la dyspnée. Donc, c'est beau être essoufflé, mais qu'est-ce que ça veut dire, la dyspnée? Quels sont les indices qui nous amènent au diagnostic? On va parler des trouvailles de l'examen physique, parce que très souvent, on se base uniquement sur la radiographie, le CT scan, l'échographie cardiaque. Mais c'est important de retourner à la base et d'examiner le patient. Donc, on va voir quels sont les indices à l'examen physique qui nous amènent vers les causes de dyspnée. Et finalement, on va parler de thérapie et encore une fois, les nouveautés thérapeutiques dans les présentations les plus courantes de la dyspnée. Donc, pour ceux qui étaient là à Balle de Neige, c'est exactement la même présentation. Donc, si vous l'avez déjà vu, c'est un renforcement. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce soir, donc on partage la même présentation sur la dyspnée. Donc, voici la divulgation. J'ai travaillé dans plusieurs programmes accrédités, mais je vous rappelle que je n'ai reçu aucun honoraire pour cette conférence. Elle fait partie de mon travail à titre de directeur de la formation médicale continue à l'Université d'Ottawa. Donc, la dyspnée, qu'est-ce que ça veut dire? Si on vous demandait qu'est-ce que la dyspnée, c'est quoi une définition? Bien, vous pourriez dire c'est peut-être le fait d'être essoufflé. Et moi, je vous retournerai en disant qu'est-ce que ça veut dire être essoufflé? Donc, les gens de la Société thoracique américaine sont arrivés à une définition de la dyspnée. Et si vous êtes prêts, je vais la partager avec vous. La dyspnée, c'est un terme définissant une expérience subjective d'inconfort respiratoire, incluant des sensations distinctes variant en intensité. Et ce n'est pas terminé. L'expérience est reliée à diverses interactions physiologiques, psychologiques, sociales, environnementales, qui procurent une réponse physiologique et comportementale. Donc, c'est beaucoup de blabla, mais il y a quand même des mots importants. La physiologie, on va en parler, c'est la base de la médecine, la physiopathologie. Le psychologique peut jouer un rôle aussi, le social, l'environnement aussi. Donc, c'est un symptôme, la dyspnée, ce n'est pas un signe. Donc, c'est important de connaître puis de dire vers quel côté on s'en va lorsqu'on définit ce qu'est la dyspnée. Alors, c'est la définition de l'American Thoracic Society. Et ce soir, évidemment, on va parler de dyspnée chronique. Donc, les patients que vous voyez à votre cabinet qui vous disent « Docteur, je suis tellement essoufflé ». Donc, dyspnée chronique, on définit 4 à 8 semaines environ. Donc, la dyspnée, si on regarde, c'est à peu près ça. Hein? Notre personnalité joue un rôle dans la dyspnée. Il y a des gens qui vont être essoufflés à faire un effort, puis on va dire pourquoi tu es essoufflé? Bien, ils vont dire je suis essoufflé, je fais comme ça. On sait qu'il y a un centre respiratoire dans le tronc cérébral qui contrôle la respiration. On sait que ça implique des
Chémorécepteur, ça implique le cerveau, le poumon, le cœur, la paroi. Et si vous regardez en haut, les émotions, le contexte jouent un rôle. Donc, on ne dit pas que la dyspnée est une maladie psychosomatique. On ne dit pas que c'est relié au déconditionnement, mais on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à aggraver ou à, si on veut, à définir ce que c'est la dyspnée. Donc, ce qui est important lorsqu'on parle de dyspnée, rappelez-vous des 5 causes les plus fréquentes. C'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Asthme, MPOC, maladie pulmonaire interstitielle, dysfonction myocardique, puis obésité déconditionnement. Le dernier étant un diagnostic d'exclusion. Lorsque vous voyez un patient dyspnique, il est trop facile de dire parce que tu n'es pas entraîné, il faut se poser la question, êtes-vous sûr d'avoir éliminé les autres pathologies ici? Puis on va avoir une approche vraiment clinique, basée sur ce que le patient nous dit, sur les indices pour arriver au bon diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui est nouveau dans la thérapie de ces maladies fréquentes-là, avec un focus sur l'asthme, la MPOC et l'insuffisance cardiaque. Donc, les composantes respiratoires de la dyspnée. Donc, lorsqu'on définit dyspnée, il y a 2 composantes, cardiaque et respiratoire. Donc, le problème peut être au niveau du tronc cérébral et du cortex. Par contre, si on fait une intox à l'aspirine, bien évidemment, on va être dyspnéique, tachypnéique. C'est simplement une question de réflexe de récepteur. En grossesse, la progestérone augmente. Et de plus, en grossesse, on a souvent un utérus qui vient réduire notre capacité respiratoire. C'est un petit peu plus difficile de respirer lorsqu'on a gagné environ 50 livres. Donc, ce n'est pas surprenant que la grossesse soit en partie reliée au poids, mais également aux hormones qui jouent un rôle. Donc, c'est tout à fait normal d'être enceinte et d'être plus essoufflé. Il y a des éléments mécaniques, mais il y a des éléments hormonaux. Les cas d'acidocétose diabétique, souvent pour compenser, les patients vont faire de la tachypnée. C'est aussi une composante respiratoire du contrôle. On peut avoir une maladie de la pompe. Et ça, c'est tout ce qui entoure les voies respiratoires. Muscles, donc si vous avez une myasthénie, si vous avez des problèmes de fracture des côtes, si vous avez des problèmes d'asthme, c'est là qu'on définit les maladies de restriction ou d'obstruction. Restriction, inspiration difficile, expiration difficile. Tout est réduit. C'est comme si le poumon était cimenté. Alors que l'obstruction, l'air entre, mais elle a de la difficulté à sortir. Et finalement, on peut aller plus loin au niveau pulmonaire et parler d'alvéoles et d'échanges, et là, des maladies comme l'emphysème et la fibrose pulmonaire. Donc, dans le fond, on part du cerveau qui envoie un signal au diaphragme, à toutes les structures qui nous aident à respirer, et finalement jusqu'à l'échange gazeux. Donc, un patient qui a une pathologie à un de ces endroits-là peut être dyspnéique. Et par la suite, il y a les composantes cardiaques. L'insuffisance cardiaque, diastolique, systolique, ischémique. Pourquoi la maladie ischémique donne de la dyspnée? Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un blocage au niveau des coronaires. Ça ne cause pas de dyspnée. Mais si on est moins bien perfusé, c'est sûr qu'on va avoir de l'insuffisance cardiaque, risque à ce moment-là d'édème pulmonaire. Puis je vais parler des nouveautés en insuffisance cardiaque. Ça peut être valvulaire également aussi, mitral aortique. Ça peut être l'anémie, il faut y penser. Et encore une fois, dans la grossesse, anémie dilutionnelle. Donc, les pauvres femmes enceintes, en passant, la grossesse n'est pas une maladie, mais pour quelqu'un qui fait beaucoup de médecine obstétricale, pour moi, je vois souvent les gens avec dyspnée, et notre réponse est de dire est-ce que c'est physiologique ou c'est pathologique. On peut voir des cardiomyopathies périnatales, mais la plupart du temps, c'est une combinaison d'anémie, de gain de poids, puis d'hormones également qui jouent un rôle. Et on pourrait voir que le déconditionnement énergétique va être moins efficace dans son énergie, peut être une cause. C'est un diagnostic d'exclusion. Donc, si vous êtes sûr que ce n'est pas pulmonaire, que ce n'est pas cardiaque, que ce n'est pas métabolique, oui, on va accepter que le patient est peut-être déconditionné et on peut se reconditionner en augmentant l'activité physique. Donc, en termes d'investigation de base, si vous voyez un patient dyspnique, on ne va pas demander d'emblée une échographie cardiaque, puis un PET scan, puis un CT scan. On commence par des choses de base. Pourquoi c'est important? D'abord, la formule sanguine va vous dire s'il y a de l'anémie ou pas. C'est facile, s'il n'y en a pas, on passe à autre chose. Le rayon X du poumon, lui, va vous dire s'il y a restriction, puis s'il y a des indices d'insuffisance cardiaque. Donc, si vous voyez une cardiomégalie, si vous voyez des lignes curly-B, c'est peut-être l'insuffisance cardiaque. Par contre, si vous voyez vraiment des changements interstitiels et que vous entendez ces changements-là, l'auscultation, par des crépitants secs,
c'est peut-être à ce moment-là un problème restrictif, comme une fibrose pulmonaire. Puis un ECG de base est intéressant aussi parce que vous allez voir plein de choses sur l'ECG. Est-ce que le rythme est régulier? Est-ce que je vois un ancien infarctus? Est-ce que je vois de l'hypertrophie ventriculaire gauche? Tout ça peut nous amener vers une pathologie cardiaque. Donc souvent, je commence et je m'assure que j'ai des investigations de base. En deuxième temps, si on a un doute, ben on peut aller un peu plus loin. La spirométrie, elle est essentielle pour un diagnostic d'asthme ou d'MPOC. Donc, on va revoir comment on la définit. C'est toujours bon, si vous passez à insuffisance cardiaque, d'avoir une échographie. Parce qu'on parle maintenant de fraction réduite ou préservée. On peut avoir des symptômes de dyspnée avec chacun. Donc, si vous avez une bonne échographie qui vous montre si vraiment vous avez une fonction réduite ou préservée, bien, ça vous amène à ce moment-là à l'algorithme de traitement qui est approprié pour votre patient. Donc, on a un cas clinique ici qui est Madame T. Donc, c'est une enseignante à la retraite qui a 68 ans et qui a fumé. Donc, déjà, on peut penser pourquoi elle est dyspnéique. Elle vous dit que ça lui prend un plus grand effort pour respirer lorsqu'elle monte des marches et en plus, elle est toute productive le matin. Donc, tabagisme, âge, dyspnée, elle vous dit plus grand effort pour respirer. Elle tousse également et elle prend 2 fois plus de temps qu'avant pour s'habiller le matin. Donc, elle voit un changement. Elle vous dit également qu'elle veut améliorer sa qualité de vie. Elle a un voyage qui s'en vient. C'était une autre époque, on s'entend. C'était peut-être en 2019. Elle voulait faire un voyage à Paris accessoire dans 3 mois. Elle espère qu'elle se sentira bien assez bien pour y aller. Donc, les indices, quand vous voyez un patient, c'est toujours de vous dire en tête quels sont les diagnostics les plus probables. Ce serait facile de dire que c'est un déconditionnement relié à l'âge, mais il y a quand même des choses qu'il faut penser. Lorsque vous regardez ces antécédents médicaux, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs de risque de maladie cardiaque. Médication, histoire familiale significative, cancer du poumon chez sa mère. Donc, c'est toujours ça. Il faut revenir un peu à l'anamnèse et aller chercher des indices. On avait des indices pulmonaires, là, on a des indices cardiaques au niveau des facteurs de risque. À l'examen physique, on voit déjà surplus de poids. Donc, encore une fois, on pense obésité, tension pas si mal. On parle de sibilance. C'est toujours intéressant parce que quand on parle d'examen physique, certains utilisent des râles, des ronquis, des crépitants, des râles crépitants. En fait, le seul signe utile à l'examen physique, c'est la sibilance expiratoire qui vous dit qu'il y a quelque chose d'obstructif. C'est sûr que l'obstruction peut être causée par l'œdème pulmonaire, mais que le patient ait des crépitants, ça ne nous aide pas vraiment. Parce que dans le fond, le crépitant peut être associé à l'obésité, la télectasie, la fibrose. C'est pas vrai que tout ce qui crépite est œdème pulmonaire. Des ronquis, des râles, c'est simplement qu'il y a du mucus qui se promène. Ça ne veut rien dire. La rhinite postérieure pourrait donner ça. Mais déjà de voir des sibilances, ça nous oriente peut-être vers quelque chose de respiratoire. Mais là, on rajoute l'œdème des membres inférieurs. Fait que là, vous allez penser cardiaque. Mais rappelez-vous, elle prend l'amlodipine et très souvent, ça pourrait être un effet secondaire. Rappelez-vous aussi que la principale cause d'œdème des membres inférieurs, c'est l'insuffisance veineuse. Donc, assurez-vous de ne pas prescrire de diurétique simplement parce que le patient a de l'œdème. Les diurétiques sont vraiment là pour les états de surcharge, pas pour aider l'insuffisance veineuse. Et vous avez les laboratoires. On a éliminé l'anémie ici. L'hypothyroïdie, hyperthyroïdie, ça peut être de la dyspnée également, mais il faut que ce soit assez extrême. Donc, quelle serait votre démarche à ce stade? D'abord, je vous dirais, écoutez les indices. Quand un patient mentionne le mot serrement ou constriction, l'on est plus peut-être dans le cardiaque ou l'asthme. Ce n'est pas une garantie. Ce ne sont pas tous les patients qui s'expriment de la bonne façon, mais quand on vous parle de serrement ou constriction, on parle surtout d'asthme ou d'ischémie cardiaque. Si on vous dit un effort plus important pour respirer, ben là, on est dans les causes pulmonaires. Si on vous dit que ma respiration elle est rapide et superficielle, la fibrose pulmonaire est classique. Si on vous dit le mot suffocation, l'impression de me noyer, de m'étouffer, ça ressemble plus à de l'insuffisance cardiaque. Et si on vous dit que je respire profondément et de façon rapide, c'est souvent un indice de déconditionnement. Donc, quand un patient s'exprime bien, des fois, le terme qu'il va utiliser peut vous amener vers la cause. Ce n'est pas toujours absolu,
mais ça peut être un indice. Donc, on se rappelle la patiente ici, tabac, plus grand effort pour respirer, tout productive le matin, sibilance. Il y a des bonnes chances qu'on ait peut-être plus respiratoire que cardiaque ici. Donc, encore une fois, on pense peut-être asthme, peut-être MPOC. Rappelez-vous encore une fois le dépistage. Vous êtes fumeur ou ex-fumeur, vous avez plus de 40 ans. Vous dites oui à une des questions suivantes, vous méritez une spirométrie. On ne fait pas de spirométrie chez tous les fumeurs. Par contre, un fumeur symptomatique mérite une spirométrie. Et moi, je lis les spirométries à l'hôpital d'Hawkesbury, les fonctions pulmonaires, tout ça. C'est sûr que parfois la spirométrie va être normale, mais si on demande les volumes pulmonaires, puis on commence à avoir un volume résiduel augmenté, on a peut-être déjà des éléments d'emphysème. Donc, on dirait qu'on pourrait, c'est assez rare qu'on va se dire que la spirométrie ou les fonctions pulmonaires sont tout à fait normales, mais dans le pire des scénarios, si c'est normal, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer éventuellement. Par contre, si vous attrapez une MPOC très tôt, vous allez améliorer la qualité de vie et prévenir la détérioration de la fonction pulmonaire, tout en peut-être en stimulant votre patient à cesser de fumer, surtout si on a de la MPOC à 43 ans. Donc, la spirométrie, bien, dans le fond, c'est ça. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit au patient, on prend une grande inspiration, on expire rapidement, qui est la capacité vitale forcée, et on regarde ce qui sort dans la première seconde. Donc, pour une patiente comme on a ici, on se attendrait à ces valeurs-là, et on obtient ça. On voit que le ratio est diminué. Donc, il y a seulement 56% de l'air qui sort dans la première seconde. Donc, ça veut dire qu'une obstruction. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne à ce moment-là un bronchodilateur, on répète le test 20 minutes après, et on regarde la variation, et on voit que c'est une variation de 3%. Donc, c'est à peu près pas variable. Et vous avez ici votre définition de l'MPOC. Donc, c'est très facile. Une MPOC, ce que ça veut dire, c'est que vous avez prouvé qu'il y a de l'obstruction, qu'il n'y a pas de réversibilité, c'est moins de 13%. Et même en poste, si vous regardez le ratio, vous voyez que vous êtes à 52. Donc, on définit la MPOC comme un ratio inférieur à 70% pour un diagnostic de MPOC. C'est à nous, par la suite, dépendant du FEV1 ou du VEMS, de vous dire si on pense que c'est sévère, modéré ou léger. Donc, la MPOC, hein, c'est ça. Hein? Donc, c'est une maladie qui est chronique. On dit qu'elle est respiratoire. Elle est associée au tabac dans 97% des cas. Elle est seulement partiellement réversible. Elle peut être systémique. Hein? On sait qu'une MPOC sévère, ça peut affecter le cœur, ça peut affecter les muscles. Il y a de l'hyperinflation pulmonaire, donc cette espèce de trapping gazeux. Et on a également plus d'exacerbations. Et un patient MPOC peut mourir des exacerbations, comme il peut mourir de complications cardiaques également aussi. Donc, les autres causes de MPOC qui sont pas reliées au tabagisme, bien évidemment, l'asthme mal contrôlé. On sait qu'un asthmatique qui n'a jamais été bien contrôlé est à risque de développer de la MPOC. Il peut avoir de l'exposition environnementale à des produits toxiques au travail. Et on sait qu'une infection grave respiratoire dans la première année de vie augmenterait également le risque de MPOC. Donc, MPOC, c'est un drôle de terme parce que pour le patient, ça ne lui dit absolument rien. Si je dis à un patient, vous avez une MPOC sévère, il ne va pas s'inquiéter. Par contre, si je lui dis le mot, vous avez l'emphysème sévère, on dirait qu'ils ont peur du mot emphysème. Puis ils ont peut-être raison parce que emphysème, c'est un terme global qui veut dire destruction des septa alvéolaires. Donc, c'est une question d'irréversible, de destruction pulmonaire. Bronchite chronique, c'est souvent ce qu'on appelle l'atout du fumeur. Donc, c'est de l'atout productive. Et l'asthme peut coexister avec la MPOC aussi. Ça peut être réversible aussi. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est de vous dire que peu importe qu'on ait de la bronchite chronique, de l'emphysème ou une double composante, l'important, c'est d'avoir une spirométrie anormale. Donc, la MPOC se fait sur un diagnostic de spirométrie uniquement. C'est une maladie fonctionnelle. Donc, peu importe que vous ayez de l'emphysème, de la bronchite chronique ou de l'asthme, l'important, c'est de définir la MPOC par la spirométrie. Donc, on voit un petit peu là, pardon, un peu sèche. Donc, on voit un petit peu la MPOC ici, puis on voit l'hyperinflation. Lorsqu'on voit la zone bleue ici, mais dans la MPOC, il y a beaucoup d'air emprisonné. Donc, le patient MPOC, lui, respire sur un petit volume d'air. Et plus il fait de l'activité physique, plus le volume résiduel augmente, puis plus il y a de la misère à respirer. Donc, quand on traite une MPOC, ce qu'on fait,
c'est qu'on essaie de diminuer le volume résiduel ici pour s'assurer qu'il y a plus d'espace pour respirer. Donc, MPOC 2019, c'est quoi la nouveauté? Bien, il y a peut-être le fait qu'on devrait recourir plus souvent à la combinaison LABA-LAMA en anglais ou AMLA-PALA. Donc, si vous avez une MPOC légère, vous pouvez choisir un bronchodilatateur longue action, que ce soit un LAMA, un AMLA ou un LABA. Ils portent des noms comme tiotropium, ou ils portent des noms comme Tudorza, ou ils portent des noms comme Servant. Donc, vous les connaissez, puis je vais vous montrer un petit peu les photos. Par contre, si votre MPOC est modéré ou grave sur le plan des symptômes, mais que vous n'exacerbez pas beaucoup, moins de 2 exacerbations par année, on a moins recours aux stéroïdes. Fait que le message, c'est de dire, allons-y vers la combinaison. Mais évidemment, il y a une place pour la triple thérapie chez les gens plus malades. Donc, un pauvre patient là, qui aurait des exacerbations, des hospitalisations, puis 3 exacerbations par année, il va se mériter à ce moment-là la triple thérapie. Mais celui qui est presque jamais en exacerbation, mais qui a juste des symptômes, lui va se mériter la double bronchodilatation. Donc, si un message important, c'est qu'on ne saute pas sur les stéroïdes rapidement. On va voir, on va les utiliser en triple thérapie ici, mais pas nécessairement ici. Et on a même cette petite flèche-là qui vous dit, si le patient est stable depuis plusieurs années sous triple thérapie, rien ne vous empêche d'aller vers le bas et de voir si vous pouvez arrêter les stéroïdes. On va dire quel patient on va sélectionner pour les stéroïdes. On s'aperçoit que l'éosinophiles, particulièrement, est intéressant. Plus les éosinophiles sont élevés dans la formule sanguine, plus le patient va répondre aux stéroïdes. Donc, ce qui s'en vient, c'est personnaliser le traitement. Et on pourrait dire que si vous êtes ici, avec un taux d'éosinophiles élevé, vous méritez les stéroïdes. Mais si vous êtes là et vos éosinophiles ne sont pas, vous n'avez peut-être pas besoin de stéroïdes et on peut descendre ici vers le combiné. Donc, c'est ça le message. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser la double combinaison. C'est une photo que j'aime beaucoup ici. Lorsque vous allez en double bronchodilatation, bien, les lamas ici sont plus proximales, les labas sont plus distales. Donc, une double bronchodilatation va faire en sorte de mieux ouvrir vos poumons et vous donner une amélioration globale de la dyspnée. Donc, c'est la rationnelle. Puis beaucoup d'études ont démontré qu'on n'avait pas nécessairement besoin des stéroïdes chez les patients moins malades avec MPOC, mais que la majorité allait bénéficier de double bronchodilatation. Donc, les pompes, hein, ils sont tous pareils. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. La meilleure pompe, c'est celui que le patient préfère. Donc, on est d'accord qu'un MPOC se mérite quand même un bronchodilatateur de secours. À la base, les lamas en première ligne, que ce soit le Spiriva, Respimat, le Cibri, Tudorza, chez un MPOC léger, c'est tout à fait acceptable. Si le patient a des symptômes et n'exacerbe pas, on va aller vers une thérapie combinée qui s'appelle du Aclir, Enspulto, Anoro, peu importe. Et évidemment, si on va en triple thérapie, bien, on va se mériter à ce moment-là un stéroïde LABA associé à un LAMA. Bon, il y a des changements. En principe, on n'aurait pas dû, mais on voit des patients maintenant LABA-LAMA et on va rajouter un stéroïde. Bon, l'évidence n'est pas très forte. Il est préférable de redescendre, mais on peut comprendre l'aspect pratique. Si vous aimez la pompe ici, bien, le stéroïde pourrait peut-être vous aller de côté. Ce n'est pas très clair. La vraie recommandation, c'est de dire si on est ici et on s'en va en triple thérapie, bien, on redescend. On retourne au LAMA, mais on va au stéroïde là-bas ici. Donc, c'était pour la MPOC. Donc, l'appel clinique ici, c'est de vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin de stéroïdes? Si ça fait longtemps que vous êtes stable, peut-être considérer passer et enlever les stéroïdes. Et rappelez-vous les éosinophiles. Hein? On n'a pas encore de critères très précis, mais si un patient a des éosinophiles plus élevés, il va peut-être plus répondre aux stéroïdes que si c'est un MPOC sans éosinophiles. Si par contre, votre patiente avait eu cette fonction pulmonaire-là, alors, je vais vous laisser l'interpréter. Valeur de référence, valeur du patient. Alors, ce que vous remarquez, on s'attend ici, et vous avez 68. Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'une obstruction. Deuxième étape, VEMS 2.34, bronchodilatateur 2.9, 24 d'amélioration. Et regardez votre ratio, il est rendu à 77, donc il n'est pas à 70. Donc ici, on a des fonctions pulmonaires classiques de l'asthme. La patiente pourrait être asthmatique, hein?
Et évidemment, lorsque vous voyez un patient dans votre cabinet en crise d'asthme pour la première fois, vous ne pouvez pas vous dire, ben, je vais attendre les fonctions pulmonaires puis je te traiterai plus tard. Il n'y a aucun problème à traiter un asthme qui n'en est pas un, peut-être qu'il y a peut-être une époque, c'est pas grave. Mais éventuellement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir des mesures objectives. Pourquoi c'est important? Ben, pour vous assurer qu'en fait, que ce n'est pas de la MPOC. Donc, quand le patient est plus stable, ça vaut la peine de faire une spirométrie et regarder si on a une amélioration de 12 Et si vraiment on pense que la spirométrie va être normale, rien ne nous empêche d'aller vers une provocation bronchique. Donc, un PCV en bas de 4, c'est diagnostic, ça peut être limite entre les deux. Donc, ce sont des outils qui vous permettent d'établir. Puis pourquoi on le recommande? C'est simplement pour avoir un bon diagnostic. Dans ma pratique, je vois beaucoup d'MPOC qui sont en fait des asthmatiques et l'inverse. Donc, les traitements, vous allez voir, ne seront pas les mêmes lorsqu'on est asthmatique versus si on est MPOC. Donc, c'est des différences un peu, hein, c'est pas clair, mais on peut voir que des fois, l'asthme, c'est plus jeune, l'MPOC, c'est un petit peu plus âgé, le tabac ici, l'allergie est beaucoup plus asthme qu'un MPOC. Par contre, un asthmatique entre exacerbations peut être stable, alors que le MPOC, lui, c'est comme une blessure. On appelle ça une attaque de poumon et il pourrait ne pas récupérer sa fonction pulmonaire. Donc, ce sont des façons de différencier les deux maladies, finalement. MPOC, l'asthme, pardon, j'en parle toujours. Lorsqu'on a un asthme persistant, il faut se rappeler qu'il y a toujours à la base un peu d'inflammation chronique. Lorsqu'on accumule les exacerbations, les inflammations aiguës, on crée des changements structuraux. Donc, c'est important de dire à nos patients asthmatiques, le traitement, il est là pour améliorer ta qualité de vie, prévenir l'exacerbation et surtout prévenir l'apparition de la MPOC éventuelle. Donc, il y a un paradoxe dans l'asthme, puis ça, on le sait toujours. Dans une étude, on avait regardé des patients de 18 ans, 55 ans, et selon la catégorie, c'était les asthmes les plus légers. On s'est aperçu que de 33 à 50 des asthmes légers pouvaient quand même faire des exacerbations. Des fois, on pense que bon, l'asthme est léger, c'est pas grave, c'est pas ses pompes, tout ça. Mais il y a quand même un risque jusqu'à 50 que ces patients-là fassent une exacerbation grave. Et on sait que l'asthme est encore une maladie mortelle. Il y a 400 Canadiens par année qui vont mourir d'une crise d'asthme. Mais il y a un paradoxe dans la prise de l'asthme. Parce que souvent, à l'étape 1, on va dire au patient, ben, prends ta pompe bleue, ton Ventolin, puis bien que c'est une maladie inflammatoire, on traite avec un médicament qui n'a aucune activité anti-inflammatoire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend plus de pompe bleue, moins de stéroïdes. À l'étape 2, on dit, ben là, à ce moment-là, il faut que tu passes aux stéroïdes. Donc, ta médication devient secours. Le patient ne comprend pas très bien. Et pour lui, parce que ça marche, il revient à l'étape 1, puis recours excessif. On sait que le stéroïde traite l'inflammation, mais les patients voient que c'est le bon causateur qui marche, lui. Il y a eu des études sur les labos au début aux besoins qui étaient contradictoires. Et finalement, ben, en ce que le patient comprend la maîtrise et les symptômes, il y a beaucoup un manque d'éducation. Donc, on s'est dit, est-ce qu'une autre façon d'améliorer nos patients, de réduire l'exacerbation et que le patient ressente que le traitement fonctionne? Parce qu'on sait que plus on prend de bronchodilatateur, plus on augmente notre mortalité. On voit un lien direct entre le nombre de cartouches qu'on peut avoir et le risque de mortalité. En fait, si on lit les lignes directrices, un patient asthmatique aurait droit à une pompe de Ventolin par année. Donc, si le patient a besoin de plus qu'une prescription par année, ou bien son asthme n'est pas bien maîtrisé, ou bien il ne prend pas le traitement anti-inflammatoire. Et inversement, plus ils prennent leurs stéroïdes, moins il y a de risques de décès. Donc, l'asthme est une maladie inflammatoire. De traiter avec un bronchodilatateur, ça n'améliore en rien l'inflammation. Par contre, le fait de le traiter agressivement avec un anti-inflammatoire diminue la mortalité. Donc, il y a eu des études qui se sont dit, est-ce qu'on peut faire mieux? On sait que les patients n'y prennent pas de toute façon leur pompe, qui vont arrêter le stéroïde, puis vont rester au bronchodilatateur. Donc, il y a eu des études qui ont été faites chez les patients légers, mais quand même persistants. Donc, des patients asthmatiques qui ne prenaient pas des traitements, il y avait des patients qui n'en prenaient pas régulièrement, d'autres qui prenaient une petite dose de stéroïdes, puis ils se sont dit, essayons de voir si on peut changer notre façon de faire. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans cette étude-là, on avait des patients et on a pris budesonide ici, qui est un stéroïde. Les patients prenaient 200 inhalations par jour d'entretien. On rappelle que c'est un asthme léger et un modèle d'exacerbation.
L'autre, on lui a dit, OK, tu vas le prendre au besoin. Donc, budesonide de formoterol, qui s'appelle le Symbicort, c'est une combinaison stéroïde là-bas, et on a dit, prends-le au besoin. Et la surprise, il n'y avait pas vraiment de différence entre ceux qui les prenaient toujours versus celui qui le prenait au besoin. Et ça faisait du sens parce qu'on se disait, si le patient a des symptômes, il y a une crise inflammatoire. Et au bout du compte, on l'exposait moins aux stéroïdes puisqu'il le prenait au besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a comparé cette fois-ci, le fameux Symbicort au besoin versus le Ventolin ou terbutaline au besoin. Et là, on a vu une différence majeure. 64 relatif de réduction si on allait vers stéroïdes là-bas au besoin versus bronchodilatateur au besoin. Ce qui fait beaucoup de sens, encore une fois, parce qu'on a un médicament qui agit rapidement, le formoterol, qui ouvre les bronches pendant 12 heures, et un stéroïde qui, lui, s'occupe de l'inflammation. On est allé plus loin, on a regardé avec ces gens-là qui était le mieux traité, puis évidemment, on s'est aperçu que les patients avaient moins d'exacerbations, mais lorsqu'on y allait aux besoins également aussi, ils étaient beaucoup moins exposés aux stéroïdes que si on prenait des stéroïdes de façon régulière. Donc, il y a eu un changement majeur en 2019 et le changement, c'est le traitement de secours qui n'est plus la pompe bleue. On le savait que ça n'aidait pas l'inflammation, on n'avait pas l'évidence, mais basé sur la comparaison et la réduction d'exacerbation de 64 le stéroïde formoterol, et dans ce cas-là, ça s'applique uniquement à Symbicort, devient la médication de secours. Donc, comme je dis toujours, la pompe bleue, poubelle, on n'en a pas besoin. Parce que si vous prenez vos pompes de façon occasionnelle, vous avez moins de chances d'une crise avec ça. Et même si vous êtes ici à l'étape, vous allez le prendre. Si vous êtes à l'étape 2, c'est là que c'est un petit peu contradictoire. On disait, bon, ben, vous allez avoir votre stéroïde formoterol à faible dose, puis là, vous allez retourner au stéroïde à faible dose. Il est plus facile de continuer avec la combinaison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue la combinaison, Symbicort 2 fois par jour, plus au besoin. Et si on augmente, ben on augmente les doses. On sait que dans le cas de Symbicort, on peut aller jusqu'à 8 inhalations par jour sans problème. Donc, la grosse révolution, c'est qu'il n'y a plus de place pour la fameuse pompe bleue. Et comme on est ici, ben, avec la même pompe, pour plus de facilité, on augmente la dose, puis on essaie de contrôler les symptômes, quitte à revenir éventuellement quand le patient va mieux. Donc, encore une fois, les stéroïdes à faible dose peuvent être là. Le problème, c'est qu'on les traitait trop, les patients. Lorsqu'on voit des patients avec du Flovent faible dose, ça veut dire 125 BID. Il n'y a pas personne qui prend Flovent 125 BID. Tous ceux que je voyais étaient à 252 inhalations BID. On les saturait de stéroïdes et ce n'était pas nécessaire parce que stéroïdes là-bas, le LABA augmente l'activité anti-inflammatoire du stéroïde et fait en sorte que c'est beaucoup plus efficace avec moins de toxicité. Et là, les gens vont dire, pourquoi Symbicort? En fait, c'est le seul qui a été étudié. Il y en a un qui s'appelle le Zenel, qui est du formoterol aussi. Fait qu'en principe, on pourrait l'utiliser, c'est juste qu'on n'a pas l'évidence pour le supporter. On n'a pas étudié le stéroïde particulièrement. Alors, l'évidence ne s'applique présentement qu'au Symbicort. On ne pourrait pas prendre Bréo ou Advair. C'est du salméterol qui prend 20 minutes à agir. Donc, il n'est pas question d'extrapoler ça à n'importe quoi qui ne contient pas du formoterol. Le formoterol, c'est un LABA qui agit rapidement puis qui agit pour tout ça. Donc, pompe bleue, plus besoin. Vous avez thérapie combinée au besoin, puis avec la même pompe, vous augmentez. Facile à prescrire, moins de coûts de pharmacie pour le patient parce que c'est une pompe. La question, qui va payer si vous n'avez pas de bénéfices? Oui, je suis d'accord que les pompes sont beaucoup plus chères. C'est le facteur limitant. Donc, on a demandé aux gens qui le fabriquaient de nous en donner beaucoup d'échantillons pour aider les patients. Et puis, si c'est un patient sur un régime provincial, s'il a déjà pris un stéroïde, vous pouvez utiliser le code 330 ou en Ontario, qui fait en sorte que le médicament va être prescrit. Donc, ça, c'est la grosse révolution dans le traitement de l'asthme. Si on retourne à notre patiente ici, on se rappelle aussi que, bon, elle avait de l'hypertension, on est 4 ans plus tard. Finalement, elle n'était pas asthme. On avait ajouté du tiotropium, il y avait du salbutamol, mêmes antécédents. Donc, on est 4 ans plus tard. Même chose ici,
Par contre, l'examen physique a changé cette fois-ci. Vous voyez que son poids est resté le même, mais la pression est un petit peu plus haute. Peut-être un indice. Ah, la pression veineuse jugulaire est élevée. Puis les crépitants diffus. Mais les crépitants, ce n'est pas très grave. Le meilleur signe d'une surcharge, c'est au niveau de la pression des veines jugulaires internes. Donc, le reflux pathojugulaire positif, c'est le signe. Elle a toujours des membres inférieurs. Les labos n'ont pas changé. Fait que là, ça vient de changer à cause de cette pression veineuse jugulaire élevée, à cause de cet œdème des membres inférieurs qui était déjà là, mais l'indice est vraiment ici, au niveau de la jugulaire. Donc, on sait qu'elle était MPOC, et là, on questionne possiblement qu'elle a aussi développé une complication cardiaque. Donc, rappelez-vous que les maladies cardiovasculaires, c'est des affections comorbides majeures dans la MPOC, puis c'est des affections les plus fréquentes qui coexistent avec la MPOC. On peut inclure la fonte musculaire, le cancer, mais c'est vraiment très fréquent chez les patients avec MPOC. Donc, on voit un petit peu là, les risques chez les patients MPOC d'arythmie, d'angine. On voit que l'insuffisance cardiaque et même l'embolie pulmonaire sont des causes fréquentes de morbidité. Et on sait que pour chaque diminution de 10 du VMS, on augmente la mortalité cardiaque d'environ 28 %. Donc, il y a un lien direct entre le poumon et le cœur aussi. Donc, comment on fait? Bien, c'est important d'abord la spirométrie. Hein? Puis la spirométrie se fait toujours chez un patient plus stable. Ce n'est pas le temps de faire de la spirométrie chez un patient malade à l'hôpital qui a de l'édème pulmonaire. C'est un examen qui est beaucoup plus utile lorsqu'il est fait sur une base externe. C'est là que l'échographie est intéressante. Parfois, c'est difficile. 10 à 30 des patients, les emphysémateux, ça peut être parfois difficile. Et si vous avez un rythme irrégulier, vous n'allez pas voir la fonction diastolique. Mais idéalement, lorsque vous suspectez une insuffisance cardiaque, demandez une échographie. Le pro-BNP est intéressant parce que ça devient un nouveau facteur. Bon, je suis d'accord avec vous, vous ne pouvez pas le demander dans les cliniques privées, chez Danacare, ces choses-là, mais à l'hôpital, ça peut être un indice. En fait, le pro-BNP, c'est un peptide qui vient du cœur et qui augmente, si on veut, lorsqu'il y a de la surcharge pulmonaire. Donc, un bel indice négatif. S'il est négatif, c'est probablement pas une insuffisance cardiaque. Mais s'il est positif, c'est soit ça ou c'est d'autres choses. Fait qu'on aime qu'il soit négatif pour éliminer, mais de plus en plus, on parle de phénotype d'insuffisance cardiaque. Donc, les patients qui quitteraient l'hôpital avec un BNP un peu plus élevé seraient des patients plus à risque de réadmission. Donc, il y a beaucoup de recherches en cours à savoir quelle est la valeur pronostique du pro-BNP et vous allez en entendre parler beaucoup dans les prochaines années. Donc, l'insuffisance cardiaque, on connaît les antécédents, les symptômes classiques. Le P3 également, on a parlé du reflux pathojugulaire, la radiographie pulmonaire qui nous aide, le CG, souvent le CG anormal peut nous emmener vers l'insuffisance cardiaque, et le peptide. On l'aime négatif lorsqu'il est un peu plus haut, on n'est pas sûr. S'il est très haut, c'est de l'insuffisance cardiaque probablement. Donc, on a encore une fois des indices dans le contexte de MPOC. Ça, c'est des choses. Lorsqu'on a un patient MPOC, et qu'on a ces facteurs-là, ben, on sait qu'on est beaucoup plus à risque à ce moment-là d'avoir une insuffisance cardiaque. Donc, encore une fois, on revient à notre ECG, on revient à notre examen physique, puis le BNP parfois qui peut nous aider. Donc, dans ce cas-là ici, ben, elle avait aussi une douleur thoracique, tout ça. Donc, on l'a envoyée à l'urgence, cardiomégalie, on a fait un écho, 40 %, donc réduite, le BNP était positif. Elle a commencé un diurétique, un inhibiteur de CA, un bêta-bloquant, et on lui a dit, fais attention au sel et à l'eau, et on l'a retourné chez vous 2 semaines plus tard. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est en pleine augmentation, et à cause de COVID-19, ça va augmenter. Beaucoup de patients ne sont pas venus à l'urgence lorsqu'il y avait de l'angine instable, lorsqu'ils ont fait un infarctus. Donc, il y a eu beaucoup de nécrose du myocarde, probablement dans les dernières semaines. Donc, ces patients-là, le prix à payer, ça va être l'insuffisance cardiaque. Donc, malheureusement, c'est un effet collatéral de COVID. Le fait d'avoir peur de se rendre à l'urgence à l'hôpital va faire en sorte que beaucoup plus d'insuffisance cardiaque là, dans les prochaines années. Donc, les lignes directrices sont importantes, il faut les connaître. C'est vraiment fraction réduite. Lorsqu'on parle que la pompe a une fraction réduite, 40 %, les diurétiques vont aider les symptômes. Rappelez-vous que les diurétiques ne diminuent pas la mortalité, mais améliorent les symptômes. On parle de triple thérapie. Donc, un ISCA ou un ARA, un bêta-bloqueur. Puis également, dans un grade plus élevé, on peut utiliser une médication comme la spironolactone
un agoniste des récepteurs minéralocorticoïdes. On réévalue. Mais là, si votre patient était là-dessus et est admis à l'urgence, c'est là qu'on parle de nouveaux agents comme l'ivabradine et le sacubitril valsartan. Je trouve ça important de vous en parler ce soir parce que pour ceux qui font de l'hôpital, ou même vous qui êtes en cabinet, puis qui avez des patients insuffisants cardiaques, puis qui sont sous triple thérapie, puis qui ont encore été à l'hôpital, vous pouvez peut-être faire une différence en augmentant la qualité du traitement pour réduire la morbidité et la mortalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que les nouveaux agents-là, les ARNI qu'on appelle, les médicaments qui non seulement ont un effet ARA, mais ont un effet également sur les peptides, de faire en sorte de donner plus de vasodilatation, ça s'améliore. Lorsqu'on va plus loin que ce traitement-là, regardez, il y a CA, bêta-bloqueur, ARM. Lorsqu'on va à l'ARNI, on diminue encore une fois la mortalité, les hospitalisations, et évidemment, les situations pour cause d'insuffisance cardiaque. Puis on s'est aperçu, c'est que ça ne prend pas grand-chose selon les études. 11 patients à traiter avec le Entresto, qui est la combinaison sacubitril-valsartan, pour arriver à réduire une mortalité. Donc, c'est des médicaments qui ont leur place. Oui, IACA, ARA, bêta-bloquant, ARM, c'est connu depuis longtemps, mais si un patient est instable, s'il était hospitalisé, vous avez la chance par la suite de faire une différence en ajustant le traitement. Dans la même époque, évidemment, on va traiter comme aux lignes indirectrices, donc le furosémide comme traitement d'essai. Il n'y a pas de problème à utiliser les bêta-bloquants en MPOC. Avant, on disait que le patient est à MPOC, il va faire du bon coup-passe. Un asthme mal contrôlé, peut-être, mais pas un MPOC. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est aperçu que les inhibiteurs de CA pouvaient avoir un impact également sur l'amélioration des muscles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on traite le cœur, mais on va aider les poumons en même temps. Évidemment, on peut tousser avec un ECA, une toux sèche souvent, plus particulièrement chez les femmes. On peut passer à l'ARA à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Rappelez-vous que lorsque vous avez une toux d'IECA et que vous arrêtez l'IECA, la toux devrait disparaître en 4 jours. Alors ça, c'est juste une étude qui vous montrait que les bêta-bloquants dans la MPOC, il n'y avait pas de problème et ça avait un effet positif pour nos patients. Finalement, c'est bien beau tout ça, mais rappelez-vous également que le patient, lorsqu'il fume, qui inverse les bénéfices de ces agents. Donc, des bêta-bloqueurs, des médicaments pour la pression, des plaquettaires, des lipides. Donc, vous pourrez dire au patient, c'est bon, mais l'évidence ne s'applique pas à toi si tu fumes, parce qu'on sait que le tabac va inhiber l'activité des médicaments. Donc, c'est important de le rappeler au patient MPOC, particulièrement s'il a développé de l'insuffisance cardiaque. Je vais terminer avec une dernière étude qui a marqué dans les derniers mois, qui est l'étude DAPA-HF. Et là, c'est intéressant parce que là, on parle vraiment d'une étude d'un médicament du diabète, le dapagliflozin, qui s'appelle le Forxiga. Et on s'est aperçu, est-ce que le SGLT2, est-ce que cette médication-là a un effet positif chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite? Donc, l'étude était assez simple. On avait des patients adultes qui avaient une fraction d'éjection en bas de 40 %, placebo versus Forxiga, et on les suivait. Puis on regardait le composé d'essai aux manifestations d'insuffisance cardiaque. Alors, les patients étaient bien traités. Regardez les diurétiques, ECA, ARA, ARNI, 94-93, bêta-bloquants, ils étaient très bien traités. Et ce qui est différent pour la première fois, c'est qu'on a pris un médicament pour le diabète et on a inclus des patients non diabétiques dans l'étude. Résultat, 26 % de réduction des décès, des hospitalisations ou des problèmes d'insuffisance cardiaque, 21 patients seulement à traiter pendant 2 ans pour avoir un bénéfice. Si on va plus loin, lorsqu'on regarde le décès, on a réussi 18 %. Et lorsqu'on parle décès de toute cause, une réduction de 17 %. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même chez un patient insuffisant cardiaque et même chez un patient bien traité, le fait d'ajouter un autre agent et de bloquer un autre endroit avait des effets positifs. On sait qu'il y a des récepteurs SGLT2 au niveau du myocarde, donc peut-être que le fait de bloquer ces récepteurs-là fait en sorte qu'on améliore la morbidité et diminue la mortalité chez ces patients-là. Donc, les lignes directrices canadiennes ont entériné et l'ont recommandé, particulièrement chez les diabétiques, mais il y a même une recommandation conditionnelle chez les non-diabétiques.
Je vous rappelle pour l'instant que le Forxiga est un médicament pour le diabète, mais les cardiologues s'intéressent à l'effet anti-insuffisance cardiaque de cette médication. Et c'était bien toléré. Lorsqu'on regarde les effets secondaires, il y en avait plus dans le placebo que dans le traitement régulier. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le placebo, mais c'était très bien toléré. Donc, si on conclut, beaucoup d'informations ce soir. On s'est promené du côté de la dyspnée, l'examen physique, on a parlé d'MPOC, asthme. Notre pauvre patient a développé de l'insuffisance cardiaque, surajouté à la MPOC. Les messages à retenir. Dyspnée. Déconditionnement, peut-être. Mais est-ce qu'on a une pathologie cardiaque ou pulmonaire? C'est à éliminer. Écoutez les indices. Allez voir les facteurs de risque. Écoutez ce que le patient va vous dire. Test diagnostic limité. On n'a pas à demander toute une panoplie de tests. On ne s'en va pas vers les poumons parce qu'on sait que c'est cardiaque. Donc, on va commencer par les examens de base, puis aller vers ce qui est important. MPOC, triple thérapie pour le patient plus malade. Sinon, LABA, double bronchodilatation. En asthme, Symbicort PAN pour l'asthme léger. Recommandation, il n'y a plus de place pour le Ventolin ou pour les bronchodilatateurs, parce qu'on sait que le Symbicort, particulièrement, a une activité anti-inflammatoire et ça agit aussi vite que le Ventolin. Insuffisance cardiaque, Entresto, donc sacubitril, valsartan, réduire la mortalité, et Forxiga, présentement pour les diabétiques, pour réduire la mortalité. Et lorsque vous serez sûr que ce n'est pas de la MPOC de l'insuffisance cardiaque, vous pourrez passer au déconditionnement et encourager le patient à faire davantage d'activité physique. Donc, c'est un petit peu les messages clés, un petit peu les objectifs que je voulais couvrir ce soir. Donc, je vais vous laisser avec le secret de la longévité. En fait, on l'a dit, c'est de continuer à respirer, puis surtout de bien respirer. Donc, à partir de ce qu'on a vu ce soir, on espère qu'on va être capable de faire une différence dans le traitement des pathologies, pathologie pulmonaire, pathologie cardiaque. Et je suis convaincu que ça génère beaucoup de discussions et de questions. Donc, on va passer à la dernière partie, qui est la période des questions. Donc, deux façons. Questions ici. Donc, on va revoir ça. Et vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la fonction chat à côté, où tout le monde va voir vos questions. Donc, il y a déjà des questions ici. Donc, c'est des questions très pertinentes. Donc, en cas de pro-BNP normal, mes suspicions cliniques, est-ce qu'on fait quand même l'échographie cardiaque? La réponse est oui. Votre jugement clinique va être toujours le plus important que le pro-BNP. Donc, je dirais que le pro-BNP, si vous n'y croyez pas à l'insuffisance cardiaque et qu'il est négatif, ça s'arrête là. Un peu comme le dédimère dans la maladie thromboembolique. Si vous n'y croyez pas et le dédimère est négatif, c'est pas ça. Mais si votre jugement clinique vous emmène vers l'insuffisance cardiaque, allez faire l'échographie cardiaque à ce moment-là. Est-ce qu'on devrait utiliser les ISCA priorité pour l'hypertension chez les patients MPOC? C'est un très bon point. Et selon ce qu'on voit, ce serait la seule classe qui aurait un effet positif au niveau pulmonaire. Donc, les ISCA, avec tous les bénéfices qu'on connaît au niveau rénal, au niveau cardiaque, auraient également un effet positif sur la musculature pulmonaire. Donc, évidemment, les gens n'aiment pas, ne parlent pas d'hypertension, mais à partir de ce que vous savez, il serait très logique de le considérer comme choix numéro 1 pour traiter l'hypertension chez les patients MPOC. Pour ce qui est des médicaments d'insuffisance cardiaque, je vais voir si je peux revenir en arrière. C'est des questions très pertinentes en passant. Donc, voilà, ici. Donc, je vais juste enlever ce tableau-là. OK, je reviens. Donc, je vais juste revenir un peu en arrière. Je m'excuse, ça ne permet pas de... Je n'ai pas parlé beaucoup d'insuffisance cardiaque parce qu'on pourrait parler seulement de ça. Je pense que c'est la diapo à laquelle vous référez ici. Donc, fraction d'éjection réduite, diurétiques pour améliorer les symptômes. Association triple, IECA ou ARA, à dose maximale. Donc, c'est recommandé d'aller vers la dose qui est étudiée, qui est souvent la dose maximale. Bêta-bloqueur, c'est quand même des bonnes doses aussi. Idéalement, on veut emmener le rythme en bas de 70, mais ce n'est pas tout le monde qui va tolérer les bêta-bloqueurs. Et lorsqu'on parle de spironolactone, ce n'est pas une question de dose. On peut aller de 12,5 à 100. Ce qui nous limite souvent, c'est l'hypercalémie. Par contre, si vous ne pouvez pas maximiser vos doses ici,
où vous êtes déjà maximisé, vous avez encore des symptômes, c'est là que le Entresto va entrer. Je n'ai pas parlé de l'ivabradine parce que c'est vraiment un produit très niche, mais en principe, l'ivabradine, c'est un antiarythmique. Et si vous ne pouvez pas tolérer les bêta-bloqueurs, pour toutes sortes de raisons, et si vous êtes sur une dose de bêta-bloqueurs et que vous êtes encore tachycarde, c'est là que l'ivabradine va pouvoir vous aider. Donc, dans le fond, c'est encore les SCA-ARA ou un ARA avec sacubitril ici. C'est encore bêta-bloqueur. C'est encore l'antagoniste des récepteurs minéraux. Puis l'ivabradine, j'en ai pas parlé parce que c'est très niche, mais ça pourrait être un antiarythmique supplémentaire qu'on pourrait utiliser dans l'insuffisance cardiaque. L'utilisation des DAPA chez les patients prédiabétiques peut-elle prévenir l'apparition du diabète? La réponse, c'est on ne sait pas. C'est en cours présentement. Ça ferait du sens de dire qu'un médicament pour le diabète prévient le diabète. C'est prouvé déjà avec metformine. Ça avait déjà été fait avec le TZD, là, comment il s'appelait encore? Avandia. Donc, probablement que ça réduirait, mais l'évidence n'est pas claire. Les études sont en cours présentement. À quel moment est-ce qu'on ajoute DAPA et Entresto au traitement des insuffisants cardiaques? Ça, c'est un bon point. Lequel vous allez mettre en premier? Je dirais que plus d'évidence présentement pour Entresto en quatrième ligne. C'est sûr qu'Entresto apparaît lorsque vous êtes sur triple thérapie. Par contre, les gens vont se dire, si je ne suis pas sur triple thérapie, est-ce que je pourrais aller sur Entresto? C'est un peu une extrapolation. Ce ne serait pas mauvais de le faire. Je ne pense pas que c'est mauvais, mais lorsque l'étude a été faite, la majorité des patients étaient sur triple thérapie à ce moment-là. On ne sait pas, on n'a pas vérifié qui on va aller d'APA en premier, qui on va aller vers Entresto. Par contre, je dirais qu'un insuffisant cardiaque qui est symptomatique va se mériter Entresto. Puis s'il est diabétique, c'est sûr que le SGLT2 est mon premier choix. C'est intéressant parce qu'il y a une méta-analyse récente qui a été publiée à la fin mars qui essaie de comparer les fameux GLP-1, on parle du Ozempic, Trulicity, avec les SGLT2 comme Jardiance, Forxiga, lequel qui vous en donnait le plus? Puis le gagnant, c'est le SGLT2. Parce qu'au niveau de la mortalité, puis au niveau des événements cardiaques, sont à peu près équivalents. Mais avec le SGLT2, en plus, vous allez chercher la protection rénale et la protection contre l'insuffisance cardiaque. Donc, le SGLT2, il se positionne comme un choix quasiment numéro 1 en diabète. Et on se questionne à ça. Est-ce qu'il y a encore de la place pour metformine en première ligne? On n'est pas rendu là. Il y a une question de coût, mais c'est sûr qu'il vous apporte beaucoup plus le SGLT2 que la metformine en première ligne. Donc, est-ce qu'on va se débarrasser de la metformine en première ligne? Ça serait étonnant dans un système public, mais il y a beaucoup plus d'avantages au SGLT2 qu'il y en aurait à la metformine. Donc, c'est des questions très pertinentes. Merci beaucoup. On va aller voir du côté du chat s'il y a des questions. Donc, encore une fois, vous pouvez taper vos questions dans questions et réponses ou bien dans le chat si vous voulez partager. On n'est pas pressé. Si vous ouvrez votre chat, vous allez voir aussi apparaître mon adresse courriel. J'aurais dû vous la donner. Donc, si vous avez des questions dans les prochains jours que vous auriez aimé demander, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez communiquer avec Virginie également si vous avez des questions que vous aimeriez m'envoyer. Donc, question, je pense qu'on a répondu à tout ça. Donc, oui, c'est très pertinent. Hein? Donc, IECA, dans l'hypertension chez les MPOC, c'est bon. C'est que le chat est fermé. Je ne sais pas, Virginie, si c'est vrai que le chat n'est pas accessible. Moi, je ne l'ai pas fermé de mon côté. De toute façon, si c'est ça, vous avez la question et réponse. Accessible, il faut juste regarder à qui on envoie le message. Vous pouvez l'envoyer à tous les panélistes à ce moment-là si vous voulez taper votre question dans le chat ou bien dans le Q&A également aussi. C'est ça, donc plein de choses, hein, plein de nouveautés. On met un petit peu au cimetière le Ventolin. On parle de nouveaux agents, là, on parle de mélange de médicaments de pression qui aident le poumon. Là, on parle de médicaments de diabète qui aident le cœur. Fait que tout est interrelié et c'est ce qui rend ça extrêmement intéressant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le webinaire à ce moment-là.
Donc, encore une fois, je remercie tous les participants qui sont présentés ce soir, qui étaient en direct. Également, le webinaire est enregistré pour ceux là, qui vont nous écouter en différé. Donc, n'oubliez pas d'évaluer la présentation. Virginie va vous envoyer le formulaire et on va vous faire suivre par la suite le certificat d'autorisation. Pardon. Il y a des questions qui se sont rajoutées. Quelle est la place de l'aspirine dans l'insuffisance cardiaque? Seulement si c'est ischémique. Il n'y a pas d'indication lorsque la cardiomyopathie elle est dilatée ou alcoolique ou post-virale d'aller vers l'aspirine. Mais dès qu'on parle de maladie cardiovasculaire, là, il y a une place pour le faire. Dans le diabète, on ne recommande pas l'aspirine non plus chez tout le monde. Seulement les patients qui ont une maladie vasculaire, donc en principe un AVC, tout ça, vont se mériter l'aspirine à ce moment-là. François demandait s'il pouvait recevoir mon diaporama. Absolument pas, c'est trop précieux. Non, c'est pas vrai. En fait, Virginie, c'était la présentation que j'avais donnée à Balle de Neige. Donc, elle est disponible en format PDF. Donc, tous ceux qui aimeraient recevoir la présentation, vous n'aurez peut-être pas mes diapos PowerPoint, mais vous allez avoir le document PDF avec mes diapos. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous et je sais que Virginie a le document. Donc, simplement le demander lorsque vous allez remplir votre formulaire d'évaluation. Donc, j'espère oublier personne. Je vais retourner une dernière fois au... Je vais enlever les panélistes ici. Il n'y a personne dans le chat. Et je pense qu'avoir répondu à toutes les questions. Parfait. Alors, comme je vous dis, si jamais j'ai oublié votre question, si votre question vous arrive plus tard, vous pouvez m'envoyer un courriel. Et encore une fois, on apprécie votre évaluation. Et puis, on vous remercie d'avoir été. Et on se revoit dans un mois où on va parler d'une autre maladie fréquente, qui est les nouveautés en diabète. Donc, encore une fois, on va parler beaucoup SGLT2 et également de d'autres sujets avec les nouveautés en diabète. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le webinaire. Et encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir.